Au début des années 2000, un petit gadget va révolutionner le dopage. Le Whizzinator, qui est ni plus ni moins qu'un faux pénis. Le principe est redoutable. Quand tu passes un contrôle antidopage, tu dois fournir un échantillon d'urine sous surveillance. Là, le dispositif est caché sous les vêtements, relié à une petite poche remplie d'urine propre. Et c'est même vendu dans différents coloris. Mais l'affaire explose en 2005, quand Ontario Smith, un joueur de NFL, est contrôlé à l'aéroport. Dans son sac, les agents tombent sur le dispositif. La justice américaine s'empare du dossier, les créateurs du Whizzinator sont poursuivis et écopent de peine de prison. Si ce gadget disparaît progressivement, l'idée reste. En 2013, le coureur de fond Davis Licciardi est pris en flagrant délit. Et même la légende Mike Tyson a reconnu avoir utilisé ce genre de stratagème pour masquer sa consommation de drogue. Alors, bien avant que ça n'existe, les sportifs avaient déjà trouvé des moyens de contourner les règles. En 1978, le Belge Michel Pollentier remporte la 16e étape du Tour de France, au sommet de l'Alpe d'Huez. Mieux que ça, il fait coup double et s'empare aussi du maillot jaune, la journée parfaite. Mais dans la zone de contrôle antidopage, le coureur devient nerveux. Le médecin commence à trouver ça étrange, il s'approche et remarque quelque chose d'anormal. Sous son aisselle, il y a une petite poire en caoutchouc avec à l'intérieur de l'urine. Et un tuyau qui passe sous son maillot. Pollentier a sali le Tour de France, il a été chassé du Tour comme un malpropre qu'il est. Il a déshonoré le sport cycliste, etc., etc. Toute son équipe menace d'abord de quitter le Tour, mais elle prend finalement le départ de l'étape suivante, sans Pollentier exclu. Vous avez le sentiment, Michel, que tous les contrôles ne sont pas aussi stricts que celui d'hier? Mais non, je dis, le jour avant, un de notre équipe, Kelly, est venu il a pêché sans docteur, alors ça c'est pas normal non plus, hein. Un autre contrôle antidopage va prendre une tournure encore plus absurde. Au milieu des années 60, le coureur néerlandais Piet Reintmeister apprend qu'il est enceinte. Bon, évidemment, ce n'est pas vraiment le cas. Lors du contrôle, il n'arrive tout simplement pas à uriner. On lui donne donc un flacon et on lui dit de revenir plus tard. Il rentre chez lui, demande à sa femme d'uriner à sa place, puis quelques heures plus tard, il revient avec l'échantillon. En réalité, cette histoire est à moitié vraie. À l'époque, les contrôles étaient très limités, on ne recherchait quasiment que des stimulants comme les amphétamines. Mais si elle a autant circulé, c'est à cause de Jacques Anquetil. Farouche opposant au contrôle antidopage, il s'en est servi pour faire passer un message. À quel point il était facile de tromper le système en utilisant simplement l'urine de quelqu'un d'autre. Et comme on est dans Breaking Bad, il faut que je vous parle de Christian Ossowski, un cycliste amateur. Avant les contrôles, il mouillait son index avec un peu d'eau de javel, puis urinait dessus, parce que la javel rend indétectable certaines substances. Pour rester dans le dopage, direction le football français, avec une affaire surréaliste. Le 31 octobre 1986, Toulon affronte Saint-Étienne, et à la mi-temps, l'attaquant toulonnais Victor Ramos apprend qu'il est tiré au sort pour un contrôle. Le problème, c'est qu'il a pris du Captagon, un stimulant très facilement détectable. Son entraîneur Roland Courbis trouve alors une solution. Peu avant la fin du match, il quitte le stade immédiatement, direction l'hôtel où il se glisse dans son lit. Quand les contrôleurs apprennent qu'il est parti, ça ne leur plaît pas du tout. Il se déplace à l'hôtel et trouve Ramos affaibli. Il va dans la salle de bain, revient avec un échantillon et résultat, rien. Aucune trace de produit suspect. Et c'est normal parce que dans la salle de bain, Ramos n'était pas seul. Derrière le rideau de douche, un coéquipier, Bernard Pardo, urine à sa place. Et oui, on parle peu de dopage dans le football, mais ça existe. En fait, dans ce sport, il existe une autre manière de tricher. Les rois de la simulation. Si le Brésil a remporté la Coupe du Monde 2002, ça ne s'est pas fait sans polémique. Lors d'un match face à la Turquie, la star brésilienne Rivaldo va faire le tour du monde. En fin de rencontre, le joueur turc Hakan Hussal envoie le ballon en sa direction pour qu'il puisse tirer le corner plus vite. La balle touche simplement sa jambe, mais immédiatement, le Brésilien s'effondre. Il se tient le visage, hurle de douleur et se roule au sol comme s'il venait de recevoir un coup en pleine tête. L'arbitre n'hésite pas et sort un carton rouge contre le Turc. Sauf que les images montre bien que le ballon n'a jamais touché le visage. La simulation est flagrante et il sera finalement sanctionné d'une amende d'environ 8 000 €. Autre cas célèbre, Fabrizio Ravanelli. On est en 1997. Le joueur de l'Olympique de Marseille se déplace au Parc des Princes pour affronter le Paris Saint-Germain. En pleine action, côté gauche de la surface parisienne, Ravanelli provoque un défenseur adverse. Et soudain, l'Italien s'effondre. Sauf qu'au ralenti, on voit bien que Ravanelli s'est fauché lui-même en se mettant un coup de pied sur l'arrière du mollet. Ah oui, on peut penser que
Le pénalty est sifflé, nous ne dirons rien. L'arbitre, lui, ne voit rien, il siffle le pénalty. Le tir est transformé et offre la victoire à Marseille. Je dis rien parce que je vais être méchant. Le Chilien Brian Carrasco a fait encore plus fort. En 2011, lors d'un match avec la sélection des moins de 20 ans face à l'Équateur, il est à la lutte avec un adversaire à la réception d'une touche. Et là, il attrape la main de l'Équatorien et la projette lui-même sur son propre visage avant de s'écrouler. L'arbitre n'a rien vu et il accorde un coup franc au simulateur. Dans le genre culotté, on a aussi Emerson Acuna. Il a plongé dans la surface alors qu'il n'y avait absolument personne autour de lui. Normalement, c'est carton jaune pour simulation, mais l'arbitre accorde penalty. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, même les gardiens peuvent tricher. En 2011, le gardien portugais Beto évolue au CFR Cluj, en Roumanie. Son équipe est sous pression, les adversaires pressent haut, et sur un dégagement, il se rate complètement. Il se tord le pied d'appui, et le ballon arrive directement dans les pieds d'un attaquant adverse. Alors, pour éviter la catastrophe, Beto se jette au sol et fait croire à une blessure, alors que le ballon avait déjà franchi la ligne. L'arbitre tombe dans le panneau et siffle, le but est annulé. Et parfois, la triche va encore plus loin. La voiture qui a trompé la F1. En 1984, la Fédération internationale du sport automobile impose un poids minimum de 540 kg par monoplace. À cette époque, la Formule 1 bascule dans une nouvelle ère. Les moteurs turbo dominent, presque toutes les écuries s'y mettent, toutes sauf une, Tyrrell. Son patron, Ken Tyrrell, reste fidèle au modèle atmosphérique, moins performant, mais plus simple, contrairement au turbo qui apporte un énorme gain de puissance. Forcément, sur les circuits, l'écart se fait vite sentir et les Tyrrell peinent à suivre le rythme. Mais pour compenser ce handicap, le boss va trouver une solution. Faire partir ses voitures en dessous du poids minimum, plus légères, donc plus rapides. Pendant la course, elles tiennent le rythme, puis passent par les stands. Officieusement, c'est pour remplir les réservoirs d'eau destinés à refroidir les freins. Un choix étrange à ce moment de la course qui cache en réalité tout autre chose. Lors de ces arrêts, les mécaniciens ajoutent aussi plusieurs dizaines de kilos de billes de plomb dans les réservoirs. Ce qui fait que lorsque les voitures sont pesées, elles sont parfaitement dans les règles. Alors pendant un moment, personne ne voit rien. Jusqu'au Grand Prix de Détroit, le 24 juin 1984. Ce jour-là, les Tyrrell créent la surprise. Stéphane Beloff se bat aux avant-postes avant d'abandonner après avoir endommagé un pneu. Martin Brundle, lui, réalise une course exceptionnelle et termine deuxième. Mais cette performance attire l'attention. Après la course, les commissaires inspectent les monoplaces et découvrent quelque chose d'anormal. Le liquide présent dans les réservoirs n'est pas uniquement de l'eau. On y retrouve aussi des hydrocarbures, un mélange qui permet d'augmenter artificiellement le poids. Et malgré ça, Tyrrell continue de courir. 2 semaines plus tard, l'écurie est bien au départ du Grand Prix de Dallas, en attendant la décision finale. Et le 18 juillet, la sanction tombe, Tyrrell est exclu du championnat du monde. Une première dans l'histoire de la Formule 1. L'écurie tente de faire appel, va même jusqu'à saisir la justice civile, mais rien n'y fait. Tous leurs résultats sont annulés. De retour la saison suivante, Tyrrell ne retrouvera jamais les sommets, qui avait pourtant été champion du monde des constructeurs en 1971. Les tricheurs du peloton. Lors du premier Tour de France de l'histoire, en 1903, les coureurs ont déjà trouvé des combines. Jean-Baptiste Fischer est surpris en flagrant délit tiré par une voiture. Pas dans une montée, pas à bout de force, non, dès la première étape et sur du plat. À l'arrivée à Lyon, il se défend. Il dit que ça ne tient pas debout et il est autorisé à repartir. Il termine même la grande boucle à la 5e place. Dès la naissance de la course, un climat de suspicion s'installe et il ne quittera plus jamais vraiment le cyclisme. Et dès l'année suivante, le Tour de France sombre dans le chaos. Ferdinand Payan est disqualifié pour triche, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques jours plus tard, à Nîmes, ses supporters sont présents et ça dégénère. Les coureurs sont attaqués, visés par des jets de pierre, puis une bagarre éclate avec les organisateurs. Cette année-là, les tricheries sont partout. Certains prennent des raccourcis, d'autres montent carrément dans le train pour gagner du temps. Au point que les 4 premiers du classement général, dont Maurice Garin, vainqueur de la première édition, sont finalement déclassés plusieurs mois après l'arrivée. Et même les vainqueurs d'étape sont disqualifiés. C'est dramatique, à tel point que le patron du Tour, Henri Desgranges, s'explique dans le journal L'Auto. Le Tour de France est terminé
terminé et sa seconde édition aura, je le crains bien, été aussi la dernière. Bon, il s'est trompé parce que plus de 100 ans plus tard, le Tour est toujours là. Et avec lui, de nouvelles manières de tricher. Aujourd'hui, pour éviter de simplement s'accrocher aux voitures, on utilise la technique du bidon collé. Le principe est simple, un coureur se rapproche de la voiture de son directeur sportif qui lui tend un bidon et pendant quelques secondes, le coureur le tient pendant que la voiture continue d'avancer. Résultat, il est légèrement tracté et récupère sans pédaler. C'est interdit, mais en pratique, la limite est très difficile à juger parce qu'il y a une différence entre un ravitaillement normal et une vraie triche. Et dans les derniers kilomètres, c'est juste totalement interdit de récupérer un bidon. Parfois, ça coûte très cher. En 2020, Julien Alaphilippe porte le maillot jaune sur le Tour de France. On est sur la 5e étape, une étape tranquille sur le papier, promise aux sprinteurs qui ont du punch. Et à environ 17 km de l'arrivée, Alaphilippe récupère un bidon tendu par un membre de son staff. Sauf que le règlement est clair, interdiction formelle de se ravitailler dans les 20 derniers kilomètres. Résultat, 20 secondes de pénalité et le maillot jaune lui est enlevé des épaules. Il existe une manœuvre un peu moins connue, la réparation en pleine course. Un coureur signale un problème mécanique et aussitôt, un mécanicien se penche par la fenêtre de la voiture en plein mouvement pour intervenir directement sur le vélo. Réglage de frein, dérailleur, tout se fait sans même s'arrêter. Et ça, c'est autorisé. Mais là où ça devient limite, c'est que pendant de longues secondes, le coureur peut en profiter pour récupérer. Autre technique bien différente, dans le cyclisme, toutes les étapes de montagne ne se ressemblent pas. Certaines se terminent au sommet, d'autres après la descente, et ça change tout. Parce qu'un excellent grimpeur peut faire la différence dans la montée, et se faire rattraper quelques minutes plus tard dans la descente. Et là, un détail devient crucial, le poids. Un grimpeur doit être le plus léger possible, mais en descente, un peu de poids en plus pour apporter de la stabilité et permettre d'aller plus vite. Alors en 1953, Jean Robic va avoir une idée. Lors d'une étape dans les Pyrénées, au sommet du Tourmalet, il décide d'alourdir son vélo. Un mécanicien lui tend un bidon rempli de plomb, près de 10 kilos en plus. Sauf que le poids le déséquilibre et il chute 2 fois. Bon, malgré ça, il remonte sur le vélo, remporte l'étape et s'en perd du maillot jaune. Aujourd'hui, essayez ça et vous serez disqualifié immédiatement. Je vous déconseille aussi de faire comme ces deux coureurs. En 2025, sur le Tour de Guadeloupe, ils disparaissent du parcours avant de se réinsérer dans le peloton. Ratés, ils ont été filmés et logiquement mis hors de course. Comme quoi, peu importe l'époque, les techniques changent. Mais l'idée reste toujours la même, gagner par tous les moyens. Vous avez été nombreux à aimer la partie 1, alors si celle-ci vous plaît aussi, on fera peut-être un épisode final. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très vite.